Ce qui frappe dans ce livre, c'est la multitude des silences, celui de la chambre de Tante Léonie dans La Recherche, ou celui du désert, celui de l'amour, celui de la méditation. Et vous citez même un ouvrage de 1771 de l'abbé Dinoir qui recense 11 sortes de silence. Ouais. Le prudent, le stupide, le spirituel, le silence de mépris. Il y a une multitude justement de finesse dans les différents Oui, silences. mais alors là, ce sont les tactiques du silence, l'abbé Dinoir. C'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, l'intériorisation des normes dans la société de cour fait que prendre la parole, c'est un risque. Se taire, c'est beaucoup plus... Non seulement plus prudent, mais bénéfique. D'abord, le roi, comme tout gouverneur, ou comme toute personne qui a le pouvoir, nous dit Fénelon, doit se taire. Effectivement, on ne les imagine pas les grands à la cour parlant à tort et à travers. C'est conçu comme très important de savoir parler, de savoir se taire surtout. La Rochefoucauld le répète, et bien d'autres moralistes du XVIIIe siècle. Alors justement, il y a les silences bienfaisants, ceux de la méditation, de l'amour, de la pensée, et puis des silences effrayants. On pense à Pascal, justement, silence métaphysique, les espaces infinis. Les espaces infinis m'effraient. Exactement. Mais aussi les espaces du plus petit sont effrayants. Et le silence de la mort, parce qu'après tout, c'est bien cette idée-là du silence qui fait peur. La mort, c'est le silence. Oui, la mort, c'est le silence. Il est très difficile pour les écrivains d'en parler parce qu'on arrive au bord, en quelque sorte. L'abbé de Rancé dont je parlais disait au moment de sa mort, il me reste quelques minutes à vivre, je veux les vivre dans le silence. Et c'est ce qu'il vit. Mais c'est tragique, effectivement. Déjà, la chambre du malade est tragique. Alors, je ne parle pas du silence de la chambre mortuaire, souvent. Et puis, le silence du convoi, le silence de la tombe.